commencer, donc on va démarrer notre séance du conseil municipal. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais excuser Marie-Ange Andrieux qui m'a donné procuration, elle est prise pour raison professionnelle. Vous demandez l'autorisation de rajouter 2 points à l'ordre du jour. Attribution de compensation 2016. Attribution de compensation 2016. Et budget prévisionnel périscolaire 2016. Budget prévisionnel périscolaire 2016. On est d'accord? Oui. Allez-y. Donc on va passer à l'ordre du jour. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 février 2016. Deux voix contre. Merci. Communication. Donc vous donnez quelques nouvelles de la communauté de communes de Cattenom et environ à travers le débat d'orientation budgétaire 2016. Tout ce qui a été validé là sera repris dans le cadre du budget positif qui sera voté début avril. Alors, d'abord les masses générales du budget, des résultats du budget général 2015. Donc, en fonctionnement, 37 millions, j'arrondis à chaque fois, 37 millions de recettes, 31 millions de dépenses, donc un excédent de fonctionnement de 5 564 445. En investissement, recettes 11 millions, dépenses 9 millions 6, excédent d'investissement 1 314 357. À ces excédents, il faut rajouter les excédents antérieurs. Donc un excédent d'investissement de 1 314 000. Il nous faut rajouter 3 895 542 d'excédent antérieur, ce qui nous donne un excédent d'investissement de 5 209 900. Il y a bien sûr des restes à réaliser sur les réseaux, sur l'enfouissement des réseaux, sur les travaux de voirie. Sur la citadelle, il y a un reste à réaliser de 515 000. Donc c'est les travaux qui n'ont pas pu être réalisés en 2015 et dont les travaux ont repris il y a quelques jours. Et puis il y a les différentes autorisations de programme. Donc il y a un report de crédit de reste à réaliser de 8 503 610 en dépenses, 4 666 en recettes, ce qui nous donne un solde négatif pour les restes à réaliser de 3 837 000. Si on ajoute l'excédent réel d'investissement et le solde négatif des restes à réaliser, on a un excédent d'investissement de 1 373 000. L'excédent pour la partie assainissement est de 525 455 en investissement, pour un budget de 3 millions en fonctionnement et de 7 millions en investissement. Les zones artisanales, je vous passe. Alors bien sûr, pour toutes les collectivités, il y a une baisse de la DGF pour 2016, dans le cadre de la loi de finances 2016. Le FPIC augmente moins que prévu, mais s'établit quand même à tout près de 2 millions. Parce que vous savez que depuis 2015, la communauté de communes paye le FPIC sur ses propres dépenses, mais également pour le compte des communes. Le FNGIR est identique et les bases augmentent mécaniquement de 1% de par la décision du Parlement. Alors, il y a la possibilité pour 2016 d'utiliser à nouveau la majoration spéciale pour relever le taux de la CFE. C'est ce qui remplace la taxe professionnelle, car il est inférieur à la moyenne nationale, tout comme le taux moyen pondéré des 3 autres taxes. On va plus loin, qu'on va augmenter la CFE.
2016, il y a une nouveauté dans la loi de finances, la communauté de communes peut récupérer les FCTVA sur les travaux de fonctionnement opérés sur les bâtiments publics ainsi que sur les travaux d'entretien de la voirie. Donc c'est valable simplement uniquement pour la communauté de communes en 2016, ça sera valable certainement pour les communes l'année suivante. Pour l'instant, c'est valable que pour les collectivités qui récupèrent la TVA la même année qu'ils font des dépenses. Alors, le pacte fiscal, on n'y revient pas, on a suffisamment parlé ici même. Alors, les principaux projets pour 2016, donc qui seront tous financés après arbitrage. Le premier poste de dépenses de fonctionnement de la communauté de communes, c'est le poste enfance, donc petite enfance, périscolaire et mutualisation. Il y a actuellement une réflexion et même une étude en cours pour la réalisation éventuelle d'un 5e multi-accueil sur le territoire, donc la 5e crèche, bien sûr avec l'assentiment de la CAF, puisque c'est eux qui prennent la décision au moins au niveau du financement principal. Il y aura également l'engagement de travaux de conformité au multi-accueil de Cattenom et puis le maintien de toutes les participations antérieures. Pour vous donner une idée, le coût de la politique enfance à côté de commune en 2015 s'élevait à un déficit, donc une prise en charge par la communauté de 1 758 000 euros. Donc 898 000 euros pour le fonctionnement des crèches, 472 000 euros pour le fonctionnement de l'extrascolaire, c'est-à-dire les petites vacances et les grandes vacances, et 387 000 euros versés pour le fonctionnement du périscolaire dans le cadre de la mutualisation. En 2016 débutera également la construction de la cuisine centrale sur la zone artisanale d'Entrange. Donc nos repas pour les périscolaires seront fabriqués à Entrange lorsque les travaux seront terminés. Il y aura également des locaux pour le CIAS. Il y avait un projet d'unité Alzheimer, là c'est remis en question, vous l'avez lu dans la presse hier. La mise en conformité des ascenseurs de la maison de retraite, etc. Le développement économique des zones continue, sport, culture, reconduction de partenariat avec l'Open de Golf Citadel Trophy, participation au Tour de Moselle, à différents tournois qui se déroulent de tennis ou autres sports qui se déroulent dans la communauté. Au niveau tourisme, ce qui nous intéresse aussi, c'est le développement de l'office de tourisme, à travers son classement, la commercialisation de produits assemblés, labellisation des sites. Il y a également en projet le développement des partenariats avec les différents acteurs comme le réseau des villes fortifiées, le maintien de la politique de subvention des gîtes et chambres d'hôtes et les différentes subventions, le Vosgien, etc. et l'ouverture du parc de la Citadelle qui est programmée également pour les prochaines semaines. En matière d'environnement, il faut savoir que l'année 2016 servira à travailler sur la prise en compte en compétence par la communauté de communes des syndicats de rivière. C'est dans la loi qui a été votée mi-2015, c'est une obligation. Donc les principaux programmes qui seront financés dans le budget 2016, je viens d'énumérer les principaux. Il faut savoir également que la communauté va consacrer en 2016 3 200 000 euros pour l'enfouissement des réseaux, 4 100 000 euros pour les voiries, en essayant de rattraper l'année qui a été prise en retard, et 1 300 000 pour la citadelle à travers la dernière portion des remparts qui n'est pas réalisée sur la rue Zimmer, ainsi que 3 850 000 euros pour le haut débit. Et l'augmentation du taux de la CFE passe de 19,31% à 20,61%. Vous avez vu là également dans la presse que ça va rapporter 800 000 euros, quasiment intégralement payés par la centrale de Cattenom. Voilà les principaux éléments que je souhaitais vous faire part.
ce qui concerne les plus beaux villages de France, ce qu'on apprend dans la lettre qui nous a été envoyée récemment, c'est que le nouveau guide des plus beaux villages de France sera réalisé en français et en anglais. Va se dérouler également le week-end des 2 et 3 avril l'Assemblée générale des plus beaux villages de France à Sainte-Suzanne en Mayenne. Donc cette année, la commune de Rodemack sera représentée par Robert et par moi-même. Nous allons nous déplacer à Sainte-Suzanne. Et vous rappelez également, mais ça vous le savez déjà, que le marché ouvert des plus beaux villages de France aura lieu les 9 et 10 avril prochains. Et l'entrée se fera par le portail face à la mairie. Les fouilles seront remblayées d'ici là. Vous avez certainement remarqué aujourd'hui ou ce week-end que ces travaux tirent à leur fin et que l'entrée se fera par l'entrée basse. La régénération du forage à Ézin qui a été effectuée le 8 mars. Alors pour vous informer le plus simplement et le plus précisément, je vais vous lire le compte-rendu que nous a fait donc l'hydrogéologue Madame Cachet-Marie. Suite à la régénération qui s'est déroulée comme prévu le 8 mars 2016 sur toute la journée, entre 8h et 20h30, sur le forage des Indes avec réalisation des opérations suivantes: retrait de la pompe, passage caméra, micro-moulinet, brossage, traitement water-gunnet ergon, surpompage, airlift de nettoyage, caméra finale de contrôle, remise en place de la pompe et remise en outre de la station de surchloration. Les essais de pompage finaux sont déroulés le vendredi 11 mars. Donc je tiens quand même à souligner et à remercier toute la population de Rodemack et des communes du syndicat. Ils ont parfaitement joué le jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de coupure d'eau malgré que le pompage se soit arrêté de 8h du matin à 20h30. D'après les premières données recueillies, en complément des observations réalisées le 8 mars 2016 avec le passage de caméra finale, donc on a constaté, Jean-Marie et moi-même, on est encore présents sur le site à 20h30, que le conduit a été très bien nettoyé. Il apparaît que la régénération a permis une amélioration notable, puisqu'au débit de 36 m3/h, le rabattement induit est inférieur à 4,93 m par rapport à l'essai initial. Avec un débit spécifique de 2,1 m3/h, cela correspond à un gain potentiel d'exploitation de 10,4 m3/h. Donc on a gagné à travers cette opération plus de 10 m3/h au pompage. L'amélioration est également visible sur le palier qui a été réalisé à 42 m3/h, où le débit a pu être maintenu sur la durée, contrairement à ce qui avait été observé sur l'état initial, et également du fait que le rabattement observé est là encore inférieur à celui initialement observé pour un débit moindre. Et donc actuellement, le temps de pompage dure environ 20 minutes, contre 30 minutes lors de l'essai final qui a pu être mené à son terme. Certes, les caractéristiques d'origine de l'ouvrage n'ont pas pu être retrouvées, mais l'amélioration est indéniable. Cela est déjà un succès si l'on tient compte du fait que le forage était extrêmement colmaté et que son matériau constitutif ne permet pas de le traiter trop durement sous peine de l'endommager gravement. C'est du plastique. Donc, un compte rendu nous sera envoyé dans les tout prochains jours. Et en tous les cas, on est très satisfait du résultat, parce que gagner 10 m3/h, c'est quand même un résultat notable. Pendant cette période de début d'année, j'ai également sollicité la communauté de communes de Cattenom par un courrier du 4 décembre pour faire état à la communauté de communes de la dangerosité du carrefour situé aux abords de la porte de Sierck. Donc le président de la CCE me répond: vous expliquez que les automobilistes reprennent de la vitesse après le ralentisseur posé par le comité de communes de Cattenom et environ route de Mandorf, voirie classée d'intérêt communautaire. Vous sollicitez la mise en place d'un ou de plusieurs poussins berlinois sur cet axe ainsi qu'aux abords de la porte de Sierck afin de ralentir les véhicules. Alors c'est non seulement une voirie d'intérêt communautaire, mais c'est aussi une voirie départementale. Donc il faut obtenir l'accord. J'ai sollicité la communauté de communes pour décrire donc la dangerosité donc, dans le carrefour. Je pense que cette dangerosité vient principalement des gens qui roulent trop vite. Hein. Mais bon, j'ai
n'avais pas nommément sollicité les pousses à berlinois. J'avais donné cet exemple, mais je me tenais à disposition des services compétents pour décider de ce qu'il y avait mieux à faire. Voilà, donc une réunion a eu lieu sur place avec les services de la communauté et les responsables du département, ainsi qu'avec les adjoints. Et donc, le 7 mars, suite à cette réunion, la communauté de communes me répond que donc, les gens qui étaient sur place, les responsables qui étaient sur place, ont constaté donc, que le carrefour de la Porte de Sierck est placé en régime de priorité à droite. L'ajout d'un élément ralentisseur sur la chaussée destiné à alerter les automobilistes venant de Butelange ne permettrait pas d'attirer l'attention sur la dangerosité du carrefour. Le panneau AB1 Croix de Saint-André indiquant le carrefour avec priorité à droite, distant de 100 mètres, n'attire que faiblement l'attention des automobilistes. Un rappel sous forme lumineuse, juste avant le carrefour, semble plus approprié. Il devrait encourager les conducteurs à plus de vigilance. Son futur remplacement a été défini entre les deux derniers arbres de la voie. Son alimentation sera solaire. Les deux panneaux zone 30 complétés par la mention à l'intérieur du village implanté pour informer de la limitation de vitesse à venir sont un emplacement peu approprié, trop en amont de la Porte de Sierck. Le remplacement de ces deux panneaux par de simples B14 30 km/h permettra également d'attirer l'attention et de réduire ponctuellement la vitesse de la RD 62 au droit de ce carrefour. L'ensemble de ce matériel sera mis en place avant la fin du mois de mai 2016, car il sera commandé sur les crédits 2016. Il est à noter que la pose peut être réalisée sans autorisation des services du conseil départemental. La commune devra prendre un arrêté de limitation à 30 km/h sur la longueur du carrefour. Donc, c'est la communauté de communes qui va commander ce matériel et qui va le mettre en place. Et on a convenu de se revoir dans un an pour faire état des résultats constatés. Donc, concrètement, c'est-à-dire que la route qui traverse le long du carrefour sera mise à 30 sur la zone du carrefour en elle-même. Sur la zone du carrefour en elle-même. Je voudrais revenir une dernière fois sur la décharge de déchets inertes pour faire part d'un courrier que j'ai reçu et qui résume parfaitement non seulement la satisfaction mais également le soulagement de nombre de Rodemacois. Et je pense que ce courrier résume parfaitement cet état d'esprit. Donc c'est un courrier daté du 3 mars 2016. Monsieur le maire, c'est avec beaucoup d'attention et de préoccupation que nous avons suivi par le biais de votre lettre d'information périodique l'évolution du dossier relatif à l'installation de stockage de déchets inertes au sein de la commune. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre implication dans ce dossier aussi difficile qu'épineux, du fait de son implication écologique et des enjeux économiques malsains qui l'alimentent. Une issue positive semble se dessiner grâce à vos efforts et à ceux de votre équipe. Si votre action a été déterminante dans l'aboutissement de ce dossier, il n'en demeure pas moins que votre vigilance et vos propres valeurs ont concouru à protéger la commune contre une incursion délétère dans un environnement encore préservé. À ce titre, vous avez fait preuve d'exemplarité dans le cadre de vos fonctions et cet engagement mérite amplement d'être souligné. Nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance pour cela, vous assurer de notre soutien et témoigner également de toute notre sympathie aux représentants de l'État qui a scellé notre union en 2013 avec nos meilleurs sentiments. Enfin, pour le local commercial multiservice, après l'appel à candidature qui a été lancé au lendemain du dernier conseil municipal et qui se terminait au 15 mars, et après audition des candidats, notre choix pour la gérance s'est porté sur Mme Pierre Canepa Misselin et Mme Boulanger Nimerskern. Alors Mme Misselin Canepa, vous la connaissez, elle habite Rodemack, et Mme Boulanger habite Étanges-Grande. Voilà, quelques communications que je souhaitais vous faire.
passe au point numéro 3 de l'ordre du jour. Acquisition de vêtements de haute visibilité pour les ouvriers communaux. Donc nous en avons discuté, non pas de l'acquisition des vêtements, mais de la sécurité des ouvriers communaux. Nous en avons aussi discuté régulièrement en réunion de municipalité les lundis, et Robert nous a souvent alerté sur ces difficultés. Donc, lors des entretiens de fin d'année, individuels de fin d'année, j'ai également mis l'accent sur ce fait, et que j'ai dit qu'en 2016, c'était une année où il devait faire particulièrement attention sur les problèmes de sécurité lorsqu'il travaille sur la voie publique. Et la suite logique, c'est de les habiller avec des vêtements qui permettent de les repérer sur la voie publique par tous les temps. Donc ils m'ont fait part de leurs besoins. Alors, les vêtements de sécurité qu'ils souhaiteraient dont on fasse l'acquisition pour eux sont les suivants. Une parka haute visibilité, un sweatshirt haute visibilité, un pantalon haute visibilité orange fluo et un t-shirt haute visibilité. Donc c'est pour tous les temps, par pluie, par mauvais temps ou par période d'été lorsqu'il fait plus chaud. Donc pour l'instant on a regardé dans un catalogue. Bien sûr ensuite si vous êtes d'accord on ira peut-être vers une société du secteur pour qu'ils puissent prendre les mesures et qu'ils puissent avoir des habits à leur taille. En tout état de cause, la dépense serait d'environ 1 500 € TTC. Pour 5. Alors pour 5, oui. Si on arrive à trouver moins cher, bien sûr on achètera moins cher. Et pour l'instant, on voudrait un accord de principe pour en faire l'acquisition. Et j'imagine qu'il faut des tenues de remplacement. Une tenue. C'est surtout les t-shirts. Non, mais si tu as des t-shirts, tu travailles pendant la journée. Si tu travailles la journée, le lendemain. Il faut voir la somme qui nous a appartie. Pantalon par cas, c'est sûr. Une, ça suffit. Donc pour l'instant, je souhaiterais que vous nous autorisiez à faire cette acquisition, qu'on inscrive la somme de 1 500 € au budget qui va être voté tout à l'heure. Hein. Je vais chez nous, mais je montrerai ce que nous on a acheté. Oui. D'accord. Pas mal de... Oui, je crois que c'est une entreprise de la région où on a acheté. L'objectif, je rappelle que l'objectif de ce soir, c'est qu'on ait une notion du montant qu'il faut mettre, parce que moi je n'avais pas du tout d'idée de ce que ça peut coûter. Hein. Je pense qu'avec 1 500 €, on peut déjà les équiper de façon correcte. Oui, pour 5. Oui, par rapport à ce qu'ils demandent. Oui, par rapport à ce qu'ils demandent. Donc la délibération serait la suivante. Pour assurer la sécurité des ouvriers communaux sur le domaine public, le conseil municipal, sur proposition du maire, décide d'équiper les ouvriers communaux de vêtements haute visibilité, autorise le maire à passer commande et décide d'inscrire la somme de 1 500 € au BP 2016. D'accord ? Merci. Alors, en ce qui concerne l'école maternelle, on a d'abord eu une demande des enseignants pour du mobilier scolaire et on a eu un souci, donc il y a maintenant une dizaine de jours. La porte d'entrée principale de l'école maternelle qui est en bois nous a lâché et elle est irréparable, donc il faut la remplacer. Alors on commence par le mobilier scolaire. Donc on a eu deux courriers. Un premier courrier du 26 janvier dernier, où la directrice nous fait une demande de mobilier scolaire. Monsieur le maire, comme cela a déjà été évoqué lors du conseil d'école du 15 juin 2015, effectivement, mais à l'époque j'avais dit qu'il faudrait faire une estimation du coût pour l'inscription au budget 2016.
et au vu de l'augmentation des effectifs en cours et à venir, je me permets de solliciter la municipalité pour le renouvellement d'une partie du mobilier scolaire. En effet, nous ne disposons pas de tables récentes en nombre suffisant. Par conséquent, je vous fais part de la demande suivante. 30 tables individuelles avec casier ainsi que les chaises correspondantes. Il serait judicieux que ce mobilier soit identique à celui acheté précédemment, afin que les tables puissent être interchangeables entre les classes selon les effectifs. Par ailleurs, les classes gagneraient à être équipées du mobilier pédagogique suivant: 4 bancs avec dossier pour les élèves de la petite section, 3 meubles avec casier individuel pour les élèves, 2 meubles de bibliothèque de classe avec présentoir. Donc, suite à ce courrier, après en avoir discuté avec Casimir, l'adjoint aux écoles et les adjoints, j'ai fait part à la directrice verbalement qu'elle veuille bien faire préparer un bon de commande auprès de la même société qui nous avait livré le mobilier pour la 3e classe. Le mobilier est neuf. Pour pas qu'on ait du mobilier qui soit dépareillé et donc elles ont fait, les enseignants ont pris les catalogues en question. Elles ont préparé donc le bon de commande chez Manutan Collectivité. Et il y en a quand même pour 8 320,23 € TTC, 6 933,53 € hors taxe. Alors, le mobilier scolaire est très cher, il faut le savoir. Le mobilier scolaire est très cher, mais bon, là, il y a quand même 30 tables, autant de chaises, etc. C'est un remplacement complet, alors c'est pas juste. C'est pas un remplacement complet. Pour l'instant, on n'a que du mobilier neuf dans la 3e classe. Dans les autres classes, dans les 2 autres classes, c'est du mobilier qui est déjà ancien et qui est surtout dépareillé. Il n'y a plus quelque chose parce qu'on a complété au fur et à mesure des besoins, mais on n'a pas, une 2e classe qui est équipée de la même façon. Donc là, on uniformise, mais et là, on uniformise quoi? Les 2 classes restantes, une seule. Parce que 30 tables dans une salle. Pour l'instant, c'est uniformiser une classe, qui est généralement de 20 et 25, mais il se donne une réserve de 5 ou 6 au cas où il y aurait des effectifs. Par exemple, cette année, il y a 7 enfants qui sont arrivés au mois de janvier. Ils n'étaient pas prévus. Donc, ils aient quand même quelques tables en réserve au cas où ils auraient une arrivée imprévue. Parce que généralement, en janvier, il n'y a pas de rentrée. La rentrée se fait en septembre. Les effectifs de septembre, on les connaît au mois de mai. Mais là, cette année, c'est avéré que... Et puis, on pourra, d'ici quelques temps, on pourra compléter... Parce que le mobilier qui reste, il est encore un mobilier en bon état, mais d'après les enseignantes, il ne correspond plus aujourd'hui à la pédagogie qui est... par exemple, les tables, certaines tables sont avec des angles, ce ne sont pas des tables rondes. Donc, elles sont un peu, gênées par le fait de la configuration des tables. Donc, elles ne peuvent pas mettre autour de ces tables le nombre d'enfants qu'elles souhaitent, et ainsi de suite. Donc, il y a différentes choses. Voilà. Donc, ça fait maintenant un certain temps, Casimir, qu'elle nous parle de mobilier. Je crois qu'elle en a parlé également depuis après l'occasion où on avait fait une visite des écoles. Et donc là, au conseil d'école de juin 2015, on leur a dit, écoutez, dans le cadre du budget 2016, faites-nous des propositions. Bon, maintenant, on peut aussi ne prendre que les tables et les chaises, mais bon, il y a également d'autres besoins qui sont confirmés au niveau de la bibliothèque, au niveau de meubles à dessin. Voilà, donc c'est... Est-ce qu'il est prévu de faire du mobilier qu'on retire, on le jette ou on le stocke toujours, on le stocke au cas où on aurait des besoins. On n'a jamais... La seule chose qu'on a fait il y a quelques années, c'est de vendre, entre guillemets, pour un prix modique. Oui, ou l'offrir à des gens qui n'auraient peut-être pas les moyens de... Pour l'instant, on stocke, on a toujours tout stocké, et on voit au fur et à mesure. Parce que, je vois par exemple, on avait acheté du mobilier neuf pour l'école primaire, lorsqu'on en est passé à 5 classes, lorsqu'on a rénové l'école primaire. Et puis, au fil des évolutions, elles n'en avaient plus besoin, ou ça leur prenait trop de place. Donc on transfère dans une autre classe. On sait pertinemment qu'au niveau des écoles, les demandes changent, souvent quand les enseignants changent. Voilà.
Donc, le mobilier scolaire, on le garde bien au chaud et lorsque on nous fait des demandes, on tape dans les stocks qu'on a, entre guillemets. Voilà. Et donc là, c'est une demande de l'école maternelle qui, à mon sentiment, est justifiée. Alors, bien sûr, c'est cher. Hein. C'est cher. Bon. On a une possibilité de demander une participation de la CCCE hein, sur les fonds de concours. Il faudra d'ailleurs faire également. Hein. Voilà. Donc, ça c'est le premier point. Vu l'équipement scolaire ancien des classes de l'école maternelle, à l'exception de la 3e classe dans l'extension, vu la demande de la directrice pour le renouvellement d'une partie du mobilier scolaire, vu la commande préparée par les enseignantes en date du 26 février pour un montant de 6 933,53, soit 8 320, le conseil municipal, sous proposition du maire, décide de valider cette commande, autorise le maire à signer le compte commande, décide d'inscrire ce montant au BP 2016 et décide de solliciter les fonds de concours de la CCCE. Voilà, c'est la proposition qui vous est faite. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, en ce qui concerne la porte d'entrée de l'école maternelle qui était en bois et qui est franchement irréparable, on l'a déjà consolidé à plusieurs reprises. Donc là, j'avais demandé 3 devis, j'en ai reçu 2 pour le conseil municipal de ce soir. Alors, c'est 2 devis équivalents, tant au niveau du descriptif qu'au niveau du prix. Il y en a un, donc c'est une porte en alu, hein, je vais vous donner le détail. Hein. Il y en a un à 3 950 hors taxe et le deuxième devis à 3 955,40. Donc il y a 5 € de différence. Donc j'ai essayé de comparer les 2 devis. Celui à 3 955,40 a 3 éléments de plus que celui à 3 950. Le premier à 3 950 a un profil aliplaste de 65 mm et à 3 955 a un profil de 72 mm. Voilà. Il y a en plus un point antipanique, un élément antipanique 3 points horizontal et une barre de seuil au sol, que le premier n'a pas. Voilà. Sinon le reste est identique. C'est un châssis en aluminium, à rupture de pont thermique, profil en teinte latérale, donc la même couleur que les portes à côté donc, de l'extension, hein, double vitrage, isolation thermique, voilà, 2 vantaux, ouverture vers l'extérieur, traverse horizontale, etc., varié européen standard, fourni avec 3D. Système antipanique d'ouverture sur portail principal, demi-béquille extérieure, tout ce qui est nécessaire tant au niveau de la sécurité qu'au niveau donc, de l'efficacité thermique. Juste Gérard, la barre de seuil, il n'a pas mis, c'est pour pas que les enfants vivent dedans. Voilà, c'est ce qu'il veut dire, parce que la barre de seuil, c'est pas gênant. C'est ce qu'il m'a dit. Il ne mettrait pas pour cette Ouais. raison-là. Il mettrait une bavette pour Oui, il met éviter les courants d'air, etc. J'ouvre le joie de brosse ou prendre. Voilà. C'est mieux que la barre de seuil pour les gosses. Voilà. C'est quand tu sors tu tires en courant, c'est pas compliqué la barre de seuil. Ça. J'en ai fait ça dans le conseil. Oui, ouais, je comprends. Côté antipanique est important quand même. Ouais. Oui. Ah oui. Donc, compte tenu de la très peu de différence entre les 2 devis et compte tenu du fait que la porte à 3 955,40 me semble quand même plus intéressante. Comment? Oui, en proposition. En proposition, oui, en proposition, oui, bien sûr. Je vous propose donc de faire l'acquisition, de passer commande
de cette porte. Donc le premier c'est Becker à Bassam à 3950 et le deuxième c'est Genbo à Thionville à 3955. Bon, on a déjà travaillé avec les deux. Becker a déjà travaillé pour la commune, Genbo aussi. Si on est d'accord, vous choisirez le débit à 3955. Donc on décide, compte tenu de la vétusté de la porte d'entrée en bois existante de l'école maternelle, le conseil municipal décide son remplacement par une porte à l'U, autorise le maire à signer le compte commande à intervenir pour un montant de 3 955,40 hors taxe, soit 4 746,48 TTC. Décide de solliciter les fonds de concours de la CCCE. En ce qui concerne les crédits, il y a un report de crédit sur les bâtiments et il faudra abonder cette somme dans le cadre du budget primitif. Les délais pour les travaux. Alors le délai, on va essayer de... J'en ai déjà parlé à M. Genbo et Sandrine qui a reçu le représentant de Becker en a parlé également. On va essayer de faire accélérer. Alors, a priori, le délai, c'est de 8 semaines. Mais bon, on va essayer de faire accélérer la fabrication, compte tenu du dossier de l'école. Je pense que M. Genbo sera sensible à notre demande. Mais au démarrage, ça figure sur le devis. 8 à 10 semaines. Voilà. On est d'accord ? Développement commercial et touristique, Maison Stab, inscription budgétaire. Petit A, étude de faisabilité technique et financière. Petit B, relevé général du bâtiment, plan de coupe et élévation, demande de fonds de concours à la CCCE. Donc, pour ceux qui ont eu, qui étaient en plus libérés samedi matin, vous avez pu voir l'état du bâtiment, l'état de la maison Stark. Donc moi je l'avais visité dans les premiers jours de janvier, après que madame Tania Stark m'ait remis les clés. Et je me suis d'emblée posé la question, par quoi devons-nous commencer pour engager ce dossier? Et la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de s'adresser à des professionnels. Donc j'ai rencontré le directeur de la Sonebam au vœu du président de la communauté, je lui en ai parlé. Il m'a mis en relation avec madame Dumétier Élodie, qui travaille à la Sonebam, qui est directrice de projet, et que sur Rodemac nous connaissons bien, puisque nous travaillons avec elle depuis 2008 sur les jardins du Castel. Donc, au vu des éléments que je lui ai donnés et de ce que je lui ai expliqué et au vu de l'état du bâtiment, elle nous fait deux propositions et je vais vous lire son mail. Pour faire suite à notre rendez-vous sur place, je vous confirme que la meilleure méthode nous semble être de commencer par réaliser une étude de faisabilité technique et financière de votre projet de façon à sécuriser son lancement opérationnel. Comme je vous l'ai indiqué, il me semble difficile pour ce projet particulier de vous proposer une évaluation au ratio du coût des travaux. Par exemple, 1500 ou 1600 euros du mètre carré. Je me suis rapproché d'un ingénieur bâtiment, économiste de la construction, qui a les compétences et l'expérience nécessaires pour chiffrer les travaux. Il est de Strasbourg et ne sera pas intéressé par la suite pour répondre à une consultation de maîtrise d'œuvre sur qui aurait pu poser problème. Alors effectivement, quelqu'un qui va faire une étude ne peut pas ensuite postuler pour la maîtrise d'œuvre. Comme il est de Strasbourg, qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, il peut déjà nous garantir qu'il ne postulera pas. Si cela vous convient, je vous enverrai ce week-end une proposition d'honoraire à prix coûtant de la Sonebam pour réaliser cette étude, intégrant aussi les honoraires de cet ingénieur économiste, M. Eberlé, de C2BI. Par ailleurs,
compte tenu de la complexité du bâtiment, vous remarquez bien, hein, et l'absence de tout plan de l'existant, il est nécessaire de faire réaliser le relevé général du bâtiment plan, coupe et élévation par un géomètre. Cela a un coût non négligeable, mais sera de toute façon nécessaire à tout projet. Pouvez-vous me confirmer que vous allez le commander et qu'il sera disponible pour réaliser l'étude? Donc le relevé par un géomètre. J'attends aussi comme convenu de votre part les quelques éléments d'information que vous avez proposé de me transmettre, convention EPFL, etc. Alors, donc j'en ai parlé également à différentes autres personnes, architectes qui sont venus dans la commune pour d'autres projets, pour les jardins du Castel ou pour la révision du PLU. Et toutes ces personnes m'ont confirmé que c'était la bonne méthode pour commencer à travailler sur ce dossier. D'abord une étude technique et financière, pour savoir déjà où on va, hein, parce que ce n'est pas un bâtiment ordinaire, il est important, il est imposant, au sol et en hauteur, il a beaucoup de qualités, mais il faudra ne pas toucher à la façade principale. Il y a une courette à l'arrière, il y a des bâtiments annexes, il y a des endroits où on n'arrive pas à accéder. Et donc, effectivement, il me semble indispensable qu'on fasse ces deux choses. Donc, pour qu'on puisse avancer, Madame Dumétier m'a donc fourni un devis que je vais vous présenter, une proposition d'honoraire, tout simplement, pour la SODEVAM et pour cet ingénieur, c'était son nom, économiste de la construction, ingénieur bâtiment, effectivement. Et donc, ce devis s'élève à 4 900 € hors taxe. Il y aurait 3 150 € pour la SODEVAM et 1 750 € pour l'ingénieur économiste. Alors, que comprend cette étude? Alors, étude de faisabilité de reconversion de la maison Starr, place de la Fontaine à Rodemack. La communauté de communes de Cattenom et environ et l'établissement public foncier de Lorraine, le PFL, ont signé le 17 septembre 2009 une convention cadre pour conduire sur le long terme une politique foncière anticipative. Dans ce cadre, la commune de Rodemack a signé le 18 décembre 2014 une convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle avec le PFL. L'objectif est de permettre le développement de l'activité dans le village par la mise en place notamment de cellules commerciales et artisanales, ainsi que le développement de l'offre de location de meublés de tourisme. Ça, c'est ce qui figure dans la convention. Mais ensuite, toutes les idées complémentaires seront les bienvenues. Le PFL a acheté dans ce cadre, le 30 décembre 2015, la maison Starr située en plein cœur du village sur la place de la Fontaine pour une valeur de 190 000 €. L'objectif est la création et la mise en location d'un loyer modéré de 2 à 3 cellules artisanales et commerciales, ainsi que l'aménagement de logements communaux en location classique ou en meublé de tourisme. La commune souhaite, avant de lancer les consultations des prestataires en vue de la réhabilitation de cette bâtisse, vérifier la faisabilité technique, administrative et financière du projet et affiner sa programmation. L'étude de faisabilité devra être un outil de décision sur le projet. L'étude comportera les chapitres suivants: recensement des données techniques existantes et des éléments d'information disponibles sur le bien, listing des éléments complémentaires à prévoir, diagnostic du contexte urbain, des règles et contraintes du droit des sols, des possibilités de stationnement, etc. Recensement des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. Pré-diagnostic sommaire du bâti, de son niveau de dégradation, des contraintes structurelles de stabilité, etc. Faisabilité spatiale des possibilités de réhabilitation permettant à la commune d'établir son pré-programme. Estimation des coûts des travaux. Première approche financière, toutes dépenses confondues. Pour réaliser cette étude, la SODEVAM s'appuiera sur les compétences de C2TI, qui réalisera notamment le pré-diagnostic technique et l'estimation des coûts des travaux. Voilà. Donc le coût est de, je vous l'ai dit à l'instant, de
900 €. Alors j'ai comparé avec l'étude qui avait été faite par l'étude commerciale et touristique qui avait été faite par un cabinet parisien qui nous avait été réclamé par le PFL pour signer la convention. Elle s'élevait à 4 860 € en 2013. Donc le tarif est exactement le même. C'est pas à ce niveau-là qu'il y a une difficulté. Voilà. Et bien sûr, dans le même temps, il faudrait qu'on puisse faire appel à un géomètre. Donc là, je n'ai pas consulté encore de géomètre pour qu'il nous fasse un relevé complet du bâtiment sur lequel pourront s'appuyer les architectes pour faire leur projet. Bien sûr, à partir du moment où on aura déterminé ensemble ce qu'on souhaite mettre dans ce bâtiment et ce qu'il est possible d'y mettre, compte tenu des contraintes que je viens de vous citer. Qui va intervenir? Moi, par rapport à la visite au Jean Merci qu'on a opéré samedi, c'est vrai que c'est un bâtiment quand même conséquent, 100 mètres carrés, si je me souviens bien. Alors, moi, mon souci, il est sur la périphérie de ce bâtiment, parce que cette place aujourd'hui, et la majorité des places de Rodemack sont complètement saturées au niveau du stationnement. Et moi, je pense, j'ai découvert lors de cette visite qu'il y avait un bâtiment, deux façades qui restent, d'un bâtiment qui aujourd'hui n'existe plus, il y a des arbres dedans, plus l'autre bâtiment qui jouxte ce qui a été vendu à l'époque à Olivier. Et moi, en regardant l'accès qu'il pourrait y avoir, j'aimerais bien qu'on fixe quand même une règle dans la mission qu'on confierait à ces architectes, c'est d'essayer, tant soit peu, d'intégrer le stationnement des futurs gîtes et locations communales qu'on créerait à l'intérieur. Parce que je ne sais pas si les ABF aujourd'hui sont en mesure de nous imposer de reconstruire les bâtiments qui ne sont plus existants. Il reste une façade, un mur, mais je pense qu'aujourd'hui, vu la place et le développé qu'il y a sur ces deux bâtiments arrière, moi je pense que ça serait intéressant pour nous aujourd'hui qu'on essaye de temporiser pour que demain, je ne sais pas de combien de logements il s'agira, c'est grand, mais si demain on est avec 4 ou 5 logements, je n'ai pas encore envie de voir 5-6 voitures encore en plus, voire même plus sur cette place, quoi. Je pense qu'on aurait tout intérêt à fixer, à demander au moins, à mettre en prérequis, au moins, le demander, la faisabilité de pouvoir intégrer, comme je prends l'exemple de la maison Leclerc qui a été réaménagée en 4 appartements, et on ne dirait pas comme ça, mais il y a possibilité de garer 5 véhicules. Après, il la rentre ou il la rentre pas. La commune aura aussi, la mairie aura le loisir aussi peut-être d'y imposer, puisqu'on sera, c'est nous qui louerons ces logements, on sera en mesure d'imposer quelque chose en termes de stationnement à ces futurs locataires. Mais pour moi, ce projet, bien entendu, ça va être un des plus gros projets qu'assumera cette mairie pendant les années à venir, parce que ça va quand même être un gros budget. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant à ce niveau-là. Et vu la dimension de ce bâtiment, on l'a bien mesuré samedi, je pense que si on traite déjà ce bâtiment, qui est quand même un plan L, on n'a pas besoin des 2 ruines qui sont à l'arrière, et on devrait au moins mettre en prérequis, je pense, une étude de faisabilité au niveau du stationnement. Enfin, c'est mon avis. Voilà. Ça fait partie de l'étude de faisabilité. Le point numéro 3, diagnostic du contexte urbain, des règles et contraintes du droit des sols, des possibilités de stationnement. Donc, on aura l'occasion de faire ces propositions, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous nous dire. Voilà. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour commander cette étude de faisabilité, telle que je viens de vous l'exposer? Et est-ce qu'on est d'accord pour commander, donc au moins déjà de demander des devis à des géomètres pour savoir où on va, au niveau de la prise en compte donc, de ce bâtiment, des contraintes de ce bâtiment, et d'ores et déjà d'inscrire une somme de 10 000 € pour payer l'étude et éventuellement le géomètre, peut-être d'autres dépenses qu'on aurait à faire dans le courant de l'année 2016. On pourra demander des subventions, bien sûr. On peut demander, faisable.
l'étude, non. Après, on peut intégrer l'étude dans une demande globale lorsqu'on aura le coût global. Ouais. On peut intégrer l'étude. À part la communauté de communes où on a un guichet ouvert, où c'est pas la contenance des dossiers qui est prise en compte, qui n'est pas étudiée, c'est uniquement le montant qui est demandé par rapport au coût global. On pourra demander sur cette étude un fonds de concours à la communauté de communes. Donc la délibération qui vous est proposée est la suivante. Vu la convention signée avec le PFL le 18 décembre 2014, vu l'acquisition de la maison Spar par le PFL le 30 décembre 2015, le conseil municipal, sous proposition du maire, après en avoir délibéré, accepte de réaliser une étude de faisabilité technique et financière pour 4 900 € hors taxe, décide en l'absence de tout plan de l'existant de réaliser le relevé général du bâtiment en plan, coupe et élévation par un géomètre, autorise le maire à signer tout document à intervenir, décide d'inscrire un montant de 10 000 € au BP 2016, décide de solliciter les fonds de concours de la CCE et autorise le maire à en faire la demande auprès de la CCE. Tout le monde est d'accord? Merci. Fixation des taux d'imposition des taxes locales 2016. Donc je vais vous distribuer l'état. Nous ont été envoyés il y a quelques jours par les services fiscaux. Donc l'état, vous le connaissez maintenant, hein. La présentation n'a pas changé. Vous avez en colonne 1 les bases d'imposition effectives 2015, les taux d'imposition communaux de 2015 et les bases d'imposition prévisionnelles de 2016. Alors pour les bases prévisionnelles de 2016, pour la taxe d'habitation, elle s'élève à 1 038 000. Si on applique le taux actuel de 12,41%, on arrive à un produit de 128 816 contre 120 985 en 2015, donc plus 7 831 €. En ce qui concerne la taxe foncière, on arrive à une base prévisionnelle de 722 500. Si on applique le taux de 17,82%, on arrive à un produit de 128 750 contre 127 377. Et pour le foncier non bâti, les bases de 31 900, si on applique le taux de 58,20%, on a un produit de 18 566 contre 18 449 plus 117 €. Donc le produit total s'élève à 276 132 contre 266 811, donc plus 9 321 €. En maintenant les taux à l'identique par rapport à 2015. En ce qui concerne les produits des taxes directes complémentaires, des compensations, le FNJ 7661, ça ne change pas. Par contre, les allocations compensatrices, comme toutes les allocations versées par l'État, diminuent. Elles passent à 7 636 €, contre, j'ai oublié de noter le montant, contre 9 139. Et donc le total des recettes nouvelles passe de 9 321 à 7 818, en tenant compte des allocations compensatoires, compensatrices versées par l'État. Donc le gain est quasiment identique aux années antérieures. J'ai préparé le budget également sur cette base-là. Donc on arrive à équilibrer le budget de fonctionnement. Donc si vous en êtes d'accord, on reconduirait les taux
2015 en 2016, à savoir 12,41, 17,82 et 58,20. Normalement, en 2016, on devrait, au-delà de ces taux-là, je pense que c'est les taux qui étaient, enfin, au-delà de ces bases prévisionnelles, je pense que c'était les bases en fin d'année, en tous les cas, tout début d'année. On a vu à la commission des impôts, il y a quelques jours, que le nombre d'habitations s'était terminé dans les tout premiers jours de 2016, donc ils ne sont pas sur cet état-là, hein, et sont bien sûr habités depuis, aussi bien au Jardin du Castel que les maisons Puig et d'autres maisons. Donc je pense qu'on aura des recettes complémentaires en 2016 par rapport à ces prévisions. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se pratique chaque année. Et c'est pour ça également qu'il est intéressant à la commission des impôts de signaler aux impôts les habitations qui sont terminées. Pour toutes ces raisons, je vous propose donc de maintenir les taux 2016 au niveau de 2015 et de reconduire ce qui représente donc 9 321 € d'impôts locaux supplémentaires. Tout le monde est d'accord? Ok, je vous remercie. Alors, j'ai préparé le budget primitif sur la base de tout ce qui a été dit ce soir. Donc, vous avez ici quelques photocopies, les chiffres essentiels du budget. Vous avez également sur la table, si vous voulez regarder un budget complet. Il faudra signer à la fin du conseil municipal, n'oubliez pas. Alors on va commencer par la page. On va commencer par la page 8. Où vous avez le détail donc, des propositions qui sont faites et sur la première colonne, vous avez pour mémoire le budget primitif de l'année précédente, les crédits qui avaient été ouverts. Alors, comme nous l'avons défini autour de cette table, le budget de fonctionnement a été reconduit sur le même montant que les années antérieures, à savoir à 650 000 €. Je crois que c'est la 4e ou la 5e année qu'on est à ce niveau-là, tous les cas au budget primitif. Alors 2 500 € pour l'eau, 63 000 € pour l'électricité et le gaz, 1 000 € pour les combustibles, 1 500 € pour le carburant, 1 500 € pour les fournitures d'entretien, 8 000 € pour les fournitures de petits équipements, 1 000 € pour les fournitures administratives, 3 000 € pour les autres matières et fournitures, 3 500 € pour les contrats de prestation de services, 11 500 € pour les locations mobilières, 1 000 € pour le petit entretien de bâtiments, vous verrez tout à l'heure qu'on a prévu une somme en investissement, 1 000 € pour les bois et réseaux, 4 000 € pour bois et forêt, 1 000 € pour matériel roulant, 1 500 € autres biens mobiliers, 5 000 € maintenance, 9 500 primes d'assurance, 1 000 € indemnité au comptable et au régisseur, 2 000 € d'honoraires, 500 € d'annonces et insertion, 8 000 € fêtes et cérémonies, 500 € catalogue à imprimer, 3 000 € frais d'affranchissement, 6 000 € frais de télécommunication, 6 000 € pour les cotisations diverses et 3 500 € de taxes foncières, ce qui fait un total de 150 000 €, identique à l'année précédente. Pour les salaires, pareil, 200 € autres personnels extérieurs, 200 € cotisations versées au FNAL, cotisation au Centre national de fonction publique territoriale 2 500, 144 500 pour le personnel titulaire, 6 000 € pour le personnel non titulaire, 16 000 € pour les emplois d'insertion, 40 000 pour les cotisations aux caisses de retraite, 1 000 cotisations aux ACEDIC, 13 000
cotisation pour assurance du personnel, 1500 versements au FNC et 1000 euros pour médecine du travail et pharmacie. Total 255 900. Atténuation de charges, on a augmenté 200 euros, vous verrez tout à l'heure pourquoi, à travers la délibération qui a été rajoutée. Donc 14 300 euros pour le chapitre 14. Indemnité 42 800, cotisation de retraite 2000, service d'incendie 13 050, il n'augmente pas, Robert, c'est la première fois depuis longtemps que ça n'augmente pas. Autre contribution obligatoire 32 150, c'est principalement la contribution eau pluviale qu'on verse à la communauté de communes et d'autres, et 40 000 euros pour les subventions de fonctionnement. Total 130 000. Pourquoi une baisse de temps en fait par an? Pour rester dans le total des 130 000, et je pense que j'ai dû également me baser sur les subventions qu'on a versées l'année dernière. Charges financières 39 800 et 60 000 virements à la section d'investissement, ce qui fait 590 000 euros pareil pour page 9 pour les charges financières et 650 000 euros si on y ajoute donc le virement à la section d'investissement. Je rappelle que l'année dernière on a réussi à virer 57 000 euros. Voilà. Donc total en dépenses de fonctionnement 650 000. En recettes de fonctionnement, page 10, on a l'atténuation de charges, 15 000. Coupe de bois, 5 400. Redevance d'occupation de domaine public communal, 1 800. Location de droit de chasse, 3 600. Location diverse, 1 200. Total, 12 000. Taxes d'habitation et taxes foncières, on vient de les voter, 276 132. Dotation de solidarité, 77 962. Donc ça, c'est ce qu'on a touché l'année dernière, on va toucher pareil. Le FNGIR ne bouge pas, c'est 7 661. Et taxes additionnelles, droit de mutation, 15 377. Total, 377 132. La dotation forfaitaire, on n'a pas eu notification, donc je l'ai baissé de 10 000 euros. Je pense que ça sera peut-être même un petit peu plus. Dotation de solidarité rurale, 15 000. Participation de l'État, autre, ça c'est 5 000 euros. Département, 90 euros, ça c'est pour transport à la piscine. La communauté de communes, 17 000 euros à travers les différentes prestations qu'ils doivent. Autre organisme, 12 000 euros, ça c'est pour la poste. Et les compensations spécifiques qu'on a vues tout à l'heure, les 7 000 euros de somme compensatrice que l'État nous verse. L'attribution du fonds départemental, j'en avais parlé au moment du vote du code administratif. L'année dernière, c'était descendu à une somme très basse. Cette année, je n'ai rien mis du tout parce qu'il est fort probable que ce fonds va disparaître quelques années après la disparition de la taxe professionnelle. Et autre attribution et participation, ça c'est pour le périscolaire, ce que l'État nous verse, les 50 euros par enfant, suite à la signature du PEDT. Donc total, 176 726. Il y a 40 000 euros de revenus des immeubles, plus 1 000 euros versés par les fermiers, les concessionnaires, donc 41 000 euros. Produits financiers, 10 euros. Et j'ai équilibré le budget avec des produits exceptionnels de 28 132 euros. Total, 650 000. Voilà. Donc, en attendant les notifications, puisqu'actuellement on a juste les notifications des impôts locaux, on pourra éventuellement ajuster au budget supplémentaire. Donc le budget de fonctionnement s'équilibre à 650 000 euros. Ensuite, le budget d'investissement, page 12. Alors, en dépenses, alors
les propositions nouvelles, ce sont les sommes qui se rajoutent au crédit reporté. Hein. Donc pour le multiservice, plus 80 000. Pour le renforcement de l'éclairage public, plus 5 000. Les grosses réparations aux bâtiments communaux, plus 5 000. Vous avez vu qu'on a déjà dépensé une bonne partie à travers le changement de la porte. Les boiseries de la chapelle de Zémin, plus 23 612. On a nos 1 500 € annuels pour les illuminations. 2 000 € d'acquisition de mobilier, de matériel urbain, s'il y a des bancs achetés ou des tables de pique-nique. Hein. On a 54 000 pour la révision du PLU. On a 113 000 pour la restauration des ordres. 8 500 pour le mobilier scolaire. 1 500 pour l'habillement haute visibilité. 10 000 € pour le développement commercial et touristique, donc Maison Stark. Et la différence avec les recettes, déjà une inscription de 72 864,06 pour équilibrer le budget pour l'aménagement de la rue des Seigneurs et la 7 au long de l'église, dont les travaux vont démarrer donc, à la fin de l'été ou au début de l'automne. Voilà. Donc pour le total des dépenses d'équipement, on arrive à 376 976,06, auquel se rajoute le remboursement donc, du plan de relance de la TVA, les 70 000 € qu'on a encaissés en décembre 2015. Aujourd'hui, il faut rembourser 35 000 € en 2016 et 35 000 € en 2017. Et également le remboursement du capital des emprunts pour 80 000, donc total 115 000. Donc total des dépenses réelles 491 976,06, auquel se rajoute 470 568 restes à réaliser. Donc total des dépenses d'investissement cumulées 962 544,06. 962 544,06. Alors vous avez la page suivante, les recettes, hein, principalement les subventions. Donc État et établissements nationaux, plus 27 845. La région, pour le multiservice, 34 159. On a une subvention de 68 000. Il y a déjà 34 000 qui ont été versés en 2015. 89 804 € qu'on a demandé à la communauté de communes. Donc total des recettes d'équipement 151 808. Auquel se rajoute le fonds de compensation de la TVA pour 60 000, la taxe d'aménagement pour 80 000, l'excédent de fonctionnement 2015 pour 57 389,49, donc total 197 389,49, total des recettes réelles 349 197,49, auquel se rajoutent les 60 000 € de virement de la section de fonctionnement, ce qui fait un total de recettes de 409 197,49, auquel on rajoute 310 611 de restes à réaliser en recettes, auquel on rajoute encore l'excédent d'investissement de 2015 pour 242 735,57, et on arrive bien à notre total de 962 544,06. 962 544,06. Donc le budget d'investissement est équilibré. Alors, en ce qui concerne les programmes, donc on a pour la rue Saint-Nicolas et chemin de Ronde, on a reporté un reste que le département nous doit de 45 828. Voilà, c'est ce qui nous a été notifié. On a reporté pour la rue des Bergers, jardin principal à Folbach, 17 327. Pour la création du local multiservice, on a reporté 200 000 auquel on rajoute 80 000. Donc ça fait 280 000 € TTC. Les recettes s'élèvent pour l'État et établissements nationaux pour 41 353. Et pour la DETR, 25 532 reportés, auquel on rajoute 34 159 de la région et 25 000 de la communauté de communes.
Renforcement de l'éclairage public, on a reporté 800, on rajoute 5000. Remplissement réseau rue du Vieux-Chêne, Vieille-Forge, on a reporté 13 497. Le département nous a notifié en tous les cas 115 662. On n'a encore rien touché, toujours rien touché. Chemin piétonnier des Raisins, on a inscrit donc le reste à réaliser 200 000. On devrait toucher 3 000 euros de l'État, 27 229 de la communauté de communes et 25 449 de solde de la DETR. Outillage de voirie, 1 000 euros. On a acheté des broussailleuses. Création de fossés, il faut qu'on voit avec 2 000 euros, toujours pour Folbach. Grosse réparation aux bâtiments communaux, on a reporté 5 000 euros et on a rajouté 5 000 pour les dépenses nouvelles. Ça fait 10 000 euros pour l'entretien des bâtiments communaux. Boiserie de Chapelle de Zémin, on a rajouté 23 612 de dépenses et on a rajouté 12 856 en recettes. On a toujours 7 500 euros qu'on a reportés pour des aménagements de sécurité. Le passage piéton-cimetière, les dépenses sont réglées. Par contre, on a toujours la subvention de la communauté de communes à toucher. 1 500 euros pour les illuminations, 2 000 euros acquisition de mobilier urbain, 54 000 euros en dépenses pour le PLU, la révision du PLU, 19 511 euros à toucher de la communauté de communes. Restauration des orgues, 113 000 TTC en dépenses, 18 761 de l'État et 37 521 de la CCCE. Mobilier scolaire, 8 500 en dépenses, 4 000 en recettes. Habillement haute visibilité, 1 500 euros en dépenses. Développement commercial et touristique, 10 000 euros en dépenses. Et le solde, pour équilibrer le budget, on a déjà inscrit 72 864,06 pour l'aménagement rue des Seigneurs et rue de l'Église. Voilà. Donc, c'est un budget conséquent, mais comme tous les ans, on ne réalisera pas la totalité en 2016, compte tenu du fait qu'on n'aura pas les liquidités pour le faire. Ça, c'est faisable au fur et à mesure de la rentrée de l'argent, des subventions, etc. Et si on n'a pas de rentrée d'argent, il faudra retarder l'un ou l'autre des projets pour les faire démarrer plus tard dans l'année et pour pouvoir payer les premières factures en 2017. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à cette présentation et par rapport à... Donc ça prend en compte toutes les décisions qu'on a prises ici même sur cette table depuis un certain nombre de mois. Ok. Juste un détail. Oui. Par rapport aux investissements, par rapport à ce qu'on avait évoqué il y a quelques mois aussi, puisque maintenant sur un mandat pour le département, on peut se prévaloir de 3 subventions sur un mandat. Je pense quand même qu'il serait intéressant qu'on élabore un TPI, un plan pluriannuel d'investissement, pour quand même aujourd'hui se fixer, parce qu'il ne faut pas se louper. Il est hors de question demain de demander une subvention au département qui nous grillerait. Enfin, on ne va pas brûler nos cartouches. Ça serait quand même intéressant qu'on détermine aujourd'hui clairement quels sont les dossiers où on demandera à être subventionné pour le département. Et ça, si on ne le prévoit pas aujourd'hui, on ne pourra pas. Bon, la maison Stark, ces travaux-là, c'est une évidence. C'en est un. C'est une évidence. Et, bon, aujourd'hui, on était à 0 là, sur le mandat. Où est-ce qu'ils considèrent qu'on a déjà... La difficulté qu'on a, c'est que d'après le nouveau règlement du département, on ne peut pas émarger donc à la MITER, c'est la nouvelle nouveau mode de subvention du département, tant qu'on n'a pas soldé le pacte. Et donc pour l'instant, le pacte n'est pas soldé. Il nous reste encore une facture à percevoir pour l'enfouissement des réseaux à Folbach, compte tenu du fait qu'il y a eu un litige avec l'entreprise lors de la
réception des travaux, on n'a pas réceptionné une partie des enrobés. Et donc, on a demandé, par lettre recommandée, enfin la petite commune, avec notre accord, on a demandé à cette entreprise de reprendre les enrobés. Les enrobés vont être repris demain. J'ai eu un mail ce soir, hein, c'est ça. Donc, on va être repris demain, donc la facture va suivre. Donc, tant qu'on n'a pas envoyé toutes les factures au département, ça ne peut pas être soldé. Donc, mon idée, c'est, pour l'instant, dans tous les projets qu'on a, qui sont inscrits dans ce budget, on va émarger au niveau de la DETR, des services de l'État et de la communauté de communes, où on a un crédit ouvert. Et deuxième difficulté, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est intéressant de solder d'abord la subvention communautaire avant d'émarger au niveau du département, pour la bonne et simple raison qu'entre le département et la communauté de communes de Cattenom, il y a un litige. Les deux veulent déterminer leur subvention en dernier ressort. Alors, c'est pas possible. Ça veut dire que chacun veut pouvoir faire le point en disant vous avez un projet d'investissement de 500 000 €, vous avez tant de subventions de l'État, vous avez tant de subventions de tel organisme, tant de subventions de tel organisme. Nous, on arrive en dernier quand vous aurez la notification de tous les gens qui sont susceptibles de vous subventionner. Et pour l'instant, ce litige n'est pas réglé. Donc le seul moyen de sortir de ce litige, parce que ni le département ne veut céder, ni le président de la communauté de communes ne veut céder, et donc le meilleur moyen, on a trouvé, que j'ai trouvé, et avec lequel on est d'accord, le président de la communauté de communes fait la même chose dans sa commune. On solde d'abord les subventions de la communauté de communes, sans subvention du département, et lorsque les subventions de la communauté de communes seront soldées, on demandera des subventions au département et ce sera forcément le dernier. Voilà. De toute façon, pour la maison de Taf, on sera dans le développement économique, et là c'est la région qui sera quand même le plus gros organisme financeur. Pour l'instant, enfin, logiquement, ça ne sera pas le département, c'est plus la région. Ça sera toutes les subventions qu'on sera en capacité d'obtenir du département jusqu'à l'Europe, si c'est possible. Mais bon, actuellement, la nouvelle région, en fait, pour l'instant, ils sont en train de solder les subventions attribuées par la région Lorraine. Pour l'instant, on n'a aucune notion de ce que va subventionner la nouvelle région. Est-ce qu'ils vont forcément reprendre des dossiers antérieurs, mais ça serait quand même important pour nous, parce que ça va nous faire quand même un gros budget. Ah ben oui, donc, entre les 190 000 d'acquisition et puis... Je pense que d'ici la fin de l'année, on sera fixé. De toute façon, nous, il nous faudra au moins l'année 2016 pour monter un projet et obtenir pour nous aider. Sur ce projet-là, il n'y a aucune interférence avec la CCCE, parce qu'au départ, lorsqu'on l'avait évoqué, par rapport au cheminement du parking et tout, on avait quand même ciblé un peu le bâtiment, parce que ce bâtiment se trouvait sur le passage. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a rien à faire avec la CCCE? Le problème de la CCCE, c'est qu'on a un crédit ouvert de 160 000 €. Ces crédits ouverts nous sont utiles pour des dossiers de moindre importance. Les crédits, même si on n'avait pas consommé les crédits de la CCCE, qu'on a déjà bien commencé à consommer, et même si on n'avait rien consommé, compte tenu du coût de la maison Stark, bon, on verra le coût lors de l'étude financière, mais moi je l'estime moins 1 500 000. Je crois que c'est 1,5 million. Voilà, c'est un minimum. Bon, les 160 000 de la communauté sur 1,5 million ne servirait pas à grand chose. Là, il faut taper, je pense qu'il faut taper beaucoup plus haut, il faut taper au niveau du département, il faut taper au niveau de la région, et même si c'est possible, au niveau de l'Europe. Tout ce qui sera possible de faire. Et là, bon, il faut commencer aujourd'hui par une étude qu'on vient de décider, et ensuite, progressivement, avancer sur ce dossier et demander tout ce qu'on a droit. Bon, maintenant, il y a également au niveau de l'État, bien sûr, l'État a fortement diminué les dotations de fonctionnement, mais s'est parfaitement rendu compte qu'il fallait relancer la machine économique. Donc là, il y a des subventions spécifiques qui arrivent au niveau de l'État. 2016, il y en a un petit peu, 2017, il y en aura encore. Et
aussi à ces nouvelles dotations qui sont faites, qui sont décidées par l'État pour que les communes et les collectivités investissent. Je me souviens plus, il y avait un article au jour dans la presse qui parlait de Denis Bord et du financement des cellules commerciales qu'il a montées, mais il me semble qu'il avait trouvé un dérivé justement pour les faire financer. Je ne sais plus. Le dérivé, c'est de le faire financer par un organisme privé. Il avait dit Sodevam, il avait dit. Sodevam ne finance pas. Non, par un promoteur privé, et ensuite il rembourse ce promoteur par les loyers qui va retirer de La Sodevam agissait en qualité de concessionnaire de la ZAC, etc. Et il y avait la SNSA, caisse de dépôt et consignation, qui finançait le projet. Je pense qu'il faudra s'appuyer, je pense que ça sera l'étape ultérieure, il faudra s'appuyer sur l'expertise de la Sodevam qui a toutes les compétences pour nous accompagner de ce dossier. Je pense que c'est un dossier qui est trop lourd pour les services de la mairie. Donc il faudra qu'on s'appuie à un moment donné sur l'expertise de la Sodevam qui travaille avec nombre de collectivités, qui travaille avec Anfun, qui travaille avec d'autres collectivités, et même avec les départements, le département de la Moselle. Je pense qu'eux ont l'habitude des gros dossiers, et je pense qu'ils pourront parfaitement nous conseiller dans ce. À quel moment on devra rembourser le PFL? Au moment du démarrage? Le PFL, normalement, quand le projet est prêt à démarrer, on a 5 ans pour le faire. C'est le délai maximum, mais on peut faire l'acquisition avant. Mais l'objectif, c'est de faire l'acquisition au moment du démarrage des travaux. On est d'accord pour approuver le budget? N'oubliez pas de le signer. Alors on a une demande de subvention qui revient chaque année. C'est l'UNSS, donc le collège de Cattenom, qui nous demande 2 € par élève pour les activités sportives, handball, basket, futsal, badminton, etc. pour ceux qui sont affiliés à l'UNSS. Donc, Rodemack ayant 63 élèves au collège de Cattenom, la demande porte sur 126 €. Je pense qu'on peut le raccorder comme les autres années. 126 €. On verserait donc à l'UNSS du collège de Cattenom, M. Charles Bély à Cattenom. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc on arrive aux 2 points rajoutés à l'ordre du jour. L'attribution de compensation. Qu'est-ce que c'est l'attribution de compensation? C'est une somme qu'on verse à la communauté de communes, en ce qui nous concerne, et la majorité des communes de la communauté, c'est-à-dire que c'est ce qui compense, en quelque sorte, les transferts de compétences. Au moment où la compétence est transférée, la commune, si c'est de la commune vers la communauté, la commune doit transférer ce qu'elle dépensait comme argent pour cette compétence-là, doit verser à la communauté de communes. Et quand c'est la communauté de communes qui transfère une compétence vers la commune, c'est l'inverse. Et la différence entre les deux est positive ou négative. En ce qui nous concerne, elle est négative pour le budget de la commune, puisqu'on verse 14 279 €. Pourquoi on délibère aujourd'hui? Parce que jusqu'en 2015, on versait 14 071 €. Ça passe à 14 279 €, parce que la CLET, donc, qui est la commission qui regarde, qui estime les transferts de compétences, s'est réunie dernièrement et a pris en compte les transferts de compétences qui ont eu lieu depuis 4 ou 5 ans. Alors nous, les 200 € supplémentaires viennent du fait qu'on ne verse plus la cotisation à l'IUT. C'est la communauté de communes qui verse la cotisation pour verser à l'IUT, qui était de 170 € grosso modo. Alors comme c'est la communauté de communes qui nous la verse, on fait une économie de 170 €, donc on le compense à travers la dotation de compensation. Et également, la communauté a pris en compte, en ce qui nous concerne, d'autres communes, il y a d'autres choses que nous on n'a pas, par exemple la gestion des gymnases communaux. Nous on a un gymnase communautaire, donc la communauté de communes paye tous les frais.
département nous verse 90 €, vous avez vu dans le cadre du budget, pour le transport à la piscine. Or, le transport à la piscine est gratuit pour nous, puisque la communauté paye le transport à 100%. Donc, on reverse ces 90 € à la communauté de communes, ce qui fait que notre part à verser pour 2016 et les années suivantes, jusqu'à la prochaine fête, c'est 14 279. Donc, rester au budget 14 300. On est d'accord? Les 4 mômes sont venus il y a quelques jours nous présenter le budget prévisionnel pour 2016. Alors, c'est non seulement le budget prévisionnel pour le périscolaire, tout le lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais également, et ça c'est une nouveauté pour cette année, c'est la première fois, puisque les mercredis après-midi sont devenus également périscolaires. Donc il y a le budget prévisionnel 2016 pour les mercredis après-midi. Les calculs ne sont pas les mêmes parce que les dépenses ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de périscolaire dans toutes les communes. Nous, par exemple, sont inclus dans ces dépenses les transports jusqu'à toute l'âge des Thionville. Alors, pour le périscolaire traditionnel, le budget pour Rodemax s'établit prévisionnel à 254 170 € en dépenses et en recettes. Et notre participation s'élève à 34 370. 34 370. Bon, cette somme sera réajustée en cours d'année en fonction des rentrées et des dépenses. Et à ces 34 370 se rajoutent 5 431 € pour les mercredis après-midi. Donc quasiment 40 000 € prévisionnels. Je pense qu'on ne versera pas 40 000 € au final, mais il faut quand même le prévoir. C'est audité, comparé un peu avec les autres régions, parce que je trouve toujours les montants du périscolaire assez énormes par rapport à ce qu'on entend ailleurs. Je ne sais pas si le coût était différent ici, mais quand on voit des budgets périscolaires d'autres communes, même s'il y a beaucoup de gamin, on est quand même à des sommes qui sont... il n'y a pas là-dedans tout ce qui est bâtiment et tout ce que la commune met à disposition, l'entretien et tout ce que ça nous coûte réellement. Là, c'est quasiment sur les 254 000 €, il y a deux dépenses. Il y a 170 000 € de salaires et charges. Et il y a une grosse somme qui se rajoute, c'est les repas pour 60 000 €. Voilà. Donc vous avez déjà 170 000, j'ai dit, et 60 000, 230 000 pour salaires et charges et la confection des repas. Alors les salaires, la masse salariale, elle est importante, 132 000, 160 000 avec les charges, compte tenu du fait qu'on a un contrat enfance et jeunesse avec la CAF et qu'on a un agrément de jeunesse et sport. Donc ça veut dire qu'on est, chaque fois qu'on augmente de 10 enfants, il faut une personne supplémentaire. Et je sais que même des Rodemacois m'ont déjà questionné, ils ne comprennent pas. Souvent, quand ils déménagent d'une autre commune, ailleurs, ils payent moins cher. Mais ce n'est pas forcément le même statut. Ça peut être une garderie municipale où il y a une ou deux personnes qui gardent une quarantaine d'enfants. Mais là, il y a non seulement le personnel qui doit être au regard du nombre d'enfants. Je crois que c'est 12 enfants, une animatrice pour 12 enfants au-delà de 6 ans et une animatrice pour 8 en dessous de 6 ans. Et chaque fois qu'entre midi, il y a 7 ou 8 gosses supplémentaires, il faut une personne supplémentaire. Et c'est ça qui fait le coup. Alors qu'ailleurs, c'est pas. Et en plus, il y a des activités pédagogiques qui complètent, il y a des animations, il y a différentes choses, ce qui explique le prix. Et je peux vous assurer que les 4 mômes font très attention au niveau des dépenses. Ils font des commandes groupées maintenant pour tous les sites périscolaires, etc. Voilà. Oui, c'est cher. Ben, moi, je suis toujours effaré parce que quand je vais à l'Assemblée générale des 4 mômes, ils ont un budget de 1 300 000 supérieur au budget de la commune, largement supérieur. Voilà. Donc 34 370 et 5 431 prévisionnels. Ça
rien que pour les mercredis, il y a combien de mercredis scolaire 33, ben, c'est un budget de 86 000 euros. 3 000 euros par mercredi. On est d'accord? Bien, moi j'en ai terminé, je vous remercie. N'oubliez pas de signer les budgets. Et le... Vous êtes au-dessus? T'étais pas là. Je ne trouve pas si t'étais pas là. Il a fait un apprenti pour les... Tout le monde a signé? Ok, merci. Bonne soirée.